Merci de nous rejoindre sur Médian pour le décryptage de l'actualité sanitaire en Afrique. Hebdo Santé s'intéresse cette semaine à une maladie encore mal comprise des Africains. Il s'agit de l'autisme qui touche aujourd'hui environ un enfant sur 165 dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelles en sont les causes? Où en est-on avec la prise en charge? Nous avons avec nous une professionnelle de l'autisme pour en parler, Laure Guédé. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes linguiste. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Alors, un linguiste, c'est une personne qui a fait une formation de psycholinguistique. La psycholinguistique, c'est l'étude du langage, passant par le cerveau. On étudie tout ce qui sous-tend la production de paroles, tout le mécanisme qu'il y a au niveau du cerveau pour avoir langage, pour avoir communication. D'accord. Alors vous êtes linguiste, donc clinicienne. Merci en tout cas et bienvenue. Merci. Avec nous également M. Kablan David Hugues Stéphane. Vous êtes le président fondateur de la Fondation Kablan Joseph pour l'autisme en Afrique. Merci et bienvenue. Bonjour. La merci. Fondation, c'est depuis quand? La Fondation existe depuis 2017 et nous sommes à Abidjan. Et nous travaillons dans le domaine de l'autisme aussi. D'accord. Alors, quelle motivation? En tant que parents d'enfants autistes, il nous faut des solutions. Et nous avons beaucoup tourné à Abidjan, nous avons tourné dans la sous-région. Moi, aujourd'hui, mon fils il est en Europe, il est dans un institut médico-éducatif et nous voulons copier les mêmes réalités en Afrique. C'est le combat de la Fondation aujourd'hui. Créer les infrastructures adéquates pour la prise en charge des enfants autistes en Afrique. Ok, alors Laure, je m'en vais tout de suite vous demander, est-ce que l'autisme est une maladie mentale? Alors, l'autisme n'est pas une maladie mentale, comme d'aucuns aiment à le penser. L'autisme est une difficulté neurodéveloppementale qui touche notamment le système nerveux. C'est un handicap. Un handicap est différent d'une maladie mentale qui est souvent assimilée à la folie. Encore qu'on est toujours dans le grand groupe de l'handicap, mais l'autisme, c'est plus des difficultés au niveau neurodéveloppemental. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut définir l'autisme? L'autisme, c'est un handicap neurodéveloppemental qui touche l'enfant bien avant l'âge de 3 ans. D'accord, de façon terre à terre, pour monsieur tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, pour être en face d'un cas d'autisme, il faut avoir une triade de symptômes. C'est une personne qui présente des difficultés au niveau du comportement, des difficultés au niveau du langage et des difficultés au niveau des interactions sociales. Donc, encore de façon terre à terre, les personnes autistes croient qu'elles présentent des symptômes qui diffèrent en sévérité et en fonction de l'âge. Toujours est-il qu'elles ont de façon commune des difficultés qui, notamment, sont des difficultés à aller vers les autres. Elles s'isolent, elles ont des comportements stéréotypes, elles s'intéressent à des choses mais de façon bizarre, par moments en groupe avec d'autres enfants, ils sont à l'écart. C'est un peu tous ces symptômes-là qui... Je peux ajouter quelque chose? D'accord. Et bon, nous en tant que parents d'enfants autistes, chez nous l'autisme, c'est jusqu'à 3 ans, quand tu vois que ton enfant ne parle pas, il ne communique pas. Et souvent, il est très turbulent. En classe, il se met seul dans son coin. Donc, quand tu vois tous ces petits changements chez un enfant, il faut déjà toucher un professionnel de santé. Il y a la parole, il y a les troubles de comportement, il est beaucoup agité et souvent, il ne dort pas. Donc, ce sont ces facteurs-là, nous, en tant que parents, nous prenons pour définir l'autisme. Donc, déjà très tôt, on peut détecter l'autisme chez un enfant? Tout à fait, mais le diagnostic se pose à partir de 3 ans. Avant 3 ans, c'est que des suppositions. On note, on fait attention à ce que l'enfant présente comme difficulté développementale. Et au bout de 3 ans, le diagnostic peut être posé. Mais avant ça, c'est que des suppositions. Il a des traits autistiques, mais voilà, on relève tout ce qui est anormal, on va dire, pour poser le diagnostic éventuellement à l'âge qui est requis. Alors, quel est l'examen qui prouve que l'enfant développe effectivement des troubles du spectre autistique? Alors, il n'y a pas qu'un seul examen, c'est une bactérie d'examens qui demande l'intervention de différents professionnels. Le pédopsychiatre, l'orthophoniste pour un bilan orthophonique. Parmi les examens, il y a un examen qu'on appelle l'EEG, électroencéphalogramme, qui est très important
Donc c'est une bactérie d'examen qu'on fait. Au fur et à mesure, on élimine ce qui est normal pour son âge. C'est ce qui reste comme difficulté. C'est sur ça que la pose de diagnostic se fait. D'accord, on verra donc quelles sont les différentes catégories de troubles du spectre autistique. Mais je l'ai dit tout à l'heure, un enfant sur 165, selon l'Organisation mondiale de la santé, est touché donc par l'autisme. Est-ce qu'on peut avoir l'épidémiologie en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, M. Cablon? En Côte d'Ivoire, depuis que nous avons commencé avec la fondation, on ne reçoit que des coups de fil de partout. On reçoit des coups de fil de Mans, de Fekese-Dougou. Il faut dire que le trouble autistique est énorme. Est-ce qu'on a les chiffres? Au niveau de l'INSP, sur une entrée des enfants, il y a 30%. On prend un taux comme ça, un taux approximatif. Sur un pourcentage qui rentre à l'INSP chaque année, tu as 30% d'enfants qui sont autistes. Ce qui ressort. Ce sont ces études-là qui sont ressorties d'une étude qu'a piloté l'INSP. Alors vous êtes de la Fondation de l'autisme pour l'Afrique. Oui. Au niveau de l'Afrique, vous avez quelques estimations? Au niveau de l'Afrique, c'est encore plus grave. Parce qu'au niveau du Togo, du Bénin, ces enfants-là sont tués. Et quand ces enfants-là naissent, qui ne font pas de premier cri souvent, quand ces enfants-là sont assimilés à des enfants serpents. Donc les parents les accompagnent à la rivière pour les tuer, tout simplement. Et donc c'est très cruel. C'est dramatique. C'est dramatique. Les gens disent qu'un enfant qui ne fait pas le premier cri, qui n'a pas les os au complet, qui est un peu mou à la naissance, c'est un enfant serpent. Donc on va le tuer. Alors que souvent, c'est assimilé à des enfants autistes qui, dès l'accouchement, ne font pas le premier cri. Mais après, quand ces enfants-là sont bien pris en charge, ils retrouvent la normalité. Et donc c'est très cruel en Afrique. On tue ces enfants-là. Et ces enfants sont marginalisés. Souvent, ils sont mis dans des endroits, ils sont écartés de la famille. Et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, hein? En Côte d'Ivoire, depuis que nous avons commencé, à communiquer, on reçoit beaucoup de parents qui essayent de prendre en charge leurs enfants maintenant, qui essayent de se rapprocher des professionnels, font les examens, et quand ils découvrent que leur enfant est autiste, ils l'entourent d'amour d'abord. D'abord, c'est le premier socle. Il faut entourer son enfant d'amour. Il faut le regarder dans ses faits et gestes, tout ce qu'il fait, il faut l'accompagner aussi. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il s'ouvre. On parlera de la prise en charge tout à l'heure. Laure a décrit les signes. Mais qu'est-ce qui provoque ces troubles du spectre autistique? Alors, aujourd'hui, on ne saurait pointer du doigt exactement ce qui est à la base de ce trouble. Du coup, ça nous envoie à dire que les causes de l'autisme sont multifactorielles. Ça pourrait être une maladie héréditaire, ça pourrait être dû à l'environnement, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais comme c'est un domaine en perpétuelle évolution, il y a des recherches qui se font. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire de façon concrète, voilà la cause de l'autisme. Mais ça pourrait être... beaucoup de facteurs pourraient rentrer en ligne de compte. Il n'y a pas eu de recherche pour définir véritablement ce qui pourrait être à l'origine, non? Si, des recherches, il y en a au niveau de l'Europe, de l'Afrique, mais encore qu'en Afrique, c'est dans la limite du possible des personnes qui effectuent ces recherches. Mais en Europe, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de cause exacte. C'est multifactoriel en fait. Ça pourrait être héréditaire, comme je dis. Ça pourrait être un dysfonctionnement au niveau de... Pendant l'accouchement, je veux dire, la maman a connu des difficultés, des souffrances fétales. Donc, pendant que l'enfant naît, il y a certaines zones du cerveau qui peuvent avoir été lésées en oxygène. Donc, forcément, quelque chose qui n'est pas alimenté, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il y a beaucoup de facteurs, en fait. Alors, on parle de troubles, c'est au trouble du spectre autistique. Il y a, comme on dit ça déjà, les troubles, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on a plusieurs formes d'autisme? Oui, il y a plusieurs formes. Je ne saurais énumérer toutes les formes là aujourd'hui, mais on a l'autisme de Asperger qui est généralement mis en avant parce que c'est des personnes qui regorgent de capacités extraordinaires. C'est le plus répandu ou non? Le plus connu, parce que les autres types sont, au risque de les écarter, ils présentent plus de difficultés en fait. Il y a le trouble de Rett
parmi les troubles, il y a celui qui touche les filles. C'est dit, un enfant naît, une fille, elle présente un développement normal, acquisition du langage et tout, et à l'âge de 3 ans, elle connaît un régressement des capacités, je veux dire communicationnelles, des capacités au niveau de la motricité et tout. Donc il y a plusieurs sortes d'autisme. Mais le plus mis en avant, c'est celui d'Asperger, comme je disais tantôt, qui regroupe les personnes autistes qui ont qui sont douées en fait, une certaine intelligence extraordinaire. On va dire comme ça. Alors on a vu que les garçons sont plus touchés par rapport aux filles. Oui. Est-ce qu'il y a une explication? Alors, une explication de façon formelle, c'est pas évident, mais toujours est-il qu'on est dans on est dans le grand groupe de la détection de la cause de l'autisme. Donc, que les garçons soient plus touchés que les filles. L'autisme, c'est une maladie qui touche sans pour autant faire attention à l'âge, au sexe, à l'appartenance socio-culturelle, à l'ère linguistique et tout, ça touche. Voilà, donc je me dis que quand les études vont mener à ce qu'on ait une connaissance des causes de l'autisme, on pourra éventuellement, je veux dire... Moi, je pense que aussi ça peut être dû au fait que la population masculine est encore plus nombreuse que la population féminine. Il y a plus de naissances de garçons. Alors, je pense, oui. D'accord. On va continuer donc de fouiller, certainement pour connaître les causes de cette maladie, parce qu'il faut la prévenir. Oui. Et pour parler de prévention, il faut en connaître les causes. Alors, on va parler donc de ce volet prise en charge qui est assez important pour de nombreux pays en Afrique qui manquent de structures adéquates et même de personnel qualifié. Mais avant, on va faire un tour au centre d'action médico-psychosociale de l'enfance qui assure la prise en charge des enfants à besoins donc particuliers, notamment les enfants autistes. Et c'est chez Madame Miala. Créé en janvier 2014, le centre d'action médico-psychosociale de l'enfance est l'une des rares organisations non gouvernementales de prise en charge de l'autisme en Côte d'Ivoire. Pour la présidente de cette organisation, il faut avoir des aptitudes pour prendre en charge un enfant qui présente un trouble du spectre autistique. Il faut faire une évaluation psychomotrice, psychopédale, la passation de tous les outils qui vont servir à poser le diagnostic de l'autisme. Il faut connaître l'enfant, bien évidemment. Parce que si vous prenez un enfant qui est autiste, vous lui dites de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Il y a une manière de le faire avec lui. Donc, du coup, il faut vraiment être outillé pour pouvoir faire cette prise en charge-là. Tu as vu? La passion de Mme Kiala est partagée par un personnel qui épouse la cause à travers l'encadrement qu'il offre à ses enfants. Chaque enfant a son cas. Ils sont ici, il y a d'autres qui ont des problèmes de motricité fine. Il y a d'autres qui ont des problèmes pour pouvoir bien marcher, déficience intellectuelle, un peu de tout. Chaque enfant a son éducation particulière. Seulement qu'avec ces enfants-là, il faut encore plus de temps pour leur faire comprendre ce que les autres comprennent en si peu de temps. Mais ce qui est encore plus extraordinaire avec eux, lorsque eux, par exemple, ils apprennent ça, ils arrivent à acquérir ce que tu veux leur apprendre, ils retiennent, ils ont une mémoire vraiment, disons, exceptionnelle. La prise en charge du trouble du spectre autistique reste un défi en Côte d'Ivoire, d'où un cri de cœur de la directrice générale du Centre d'action médico-psychosociale de l'enfance. On ne dit pas à l'État de faire tout pour nous, mais l'État peut quand même nous aider dans ce domaine-là à trouver quand même, par exemple, un terrain et puis bon, le reste va suivre. De 6 pensionnaires à sa création en 2014, le Centre d'action médico-psychosociale de l'enfance en compte 105 à ce jour. Merci à Madame Miala Touré. Elle a dit quelque chose de très important. Oui. Il faut connaître l'enfant autiste avant toute forme de prise en charge. Alors comment est-ce qu'évaluer donc, l'enfant pour savoir jusqu'à quel degré d'autisme il souffre? Moi, je dirais toujours, en tant que parent,
dès la naissance, dès le développement de l'enfant, on remarque déjà comment l'enfant se comporte. Tu peux voir ton enfant à partir de 1 an qui ne fait pas ce que les autres enfants font normalement. Donc, il faut déjà pouvoir s'inquiéter. Et aussi, il faut entourer l'enfant d'amour. Ces enfants-là ne doivent pas être rejetés. Il faut entourer d'amour, il faut former un peu la fratrie à pouvoir le prendre en charge aussi. Donc, il faut l'accompagner. Souvent, l'enfant peut crier, il peut faire des jeux bizarres. Il faut l'accompagner dans ces jeux-là, de telle sorte qu'il ait la confiance. Une fois que la confiance est instaurée, l'enfant va s'ouvrir. Donc, chaque parent a beaucoup à apprendre, à se former, à pouvoir prendre en charge son enfant à la maison et puis après, aller vers les professionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Madame Kiefolo, vous avez le centre qui existe, qui prend 105 enfants, mais il y a combien d'enfants autistes à Abidjan? C'est un peu ça. Donc nous, aujourd'hui, notre combat, c'est de mettre en place les infrastructures adéquates pour la prise en charge de ces enfants-là. Nous avons cette vision de créer un centre de traitement de l'autisme à Abidjan. Et je vais dire que l'État a commencé déjà à nous aider dans ce domaine-là. Nous avions déposé le dossier. C'était dans un endroit qu'on appelait zone à développement différé. L'État a levé la ZAD. Donc, ce qui nous donne un accès favorable maintenant pour l'ACD. Le ministre a validé le dossier. Donc, nous sommes en train d'obtenir l'ACD. Et après, nous allons lever les fonds pour construire ces infrastructures-là. Et ça va comprendre quoi, ce centre? Ce centre va comprendre d'abord un internat, des écoles pour les enfants autistes. Il va comprendre aussi pour la formation des professionnels et des parents. Il va comprendre une piscine, il va comprendre un aire de jeu. Il va comprendre un ensemble d'infrastructures dédiées à ces enfants-là, avec des cars pour transporter ces enfants. Vivement que ce projet voit le jour, on verra ça encore. Alors, Laure, la prise en charge à ce jour en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui existe? À notre niveau, déjà à la Fondation, pour un peu compléter ce que M. Kablan a dit, on fait passer différents tests à l'enfant quand il vient chez nous. Certes, ils ont tous la même pathologie, mais ce sont des prises en charge particulières qu'on fait pour chaque enfant. C'est-à-dire, on a le dossier médical de l'enfant, on se penche sur ses difficultés, ses potentialités et tout. On lui fait passer des tests pour déjà déceler le niveau de sévérité, parce qu'on part du niveau faible, moyen, au niveau sévère. Donc, au niveau de la prise en charge, c'est différents professionnels qui interviennent, passant par la prise en charge éducative, la prise en charge au niveau des parents qui se définit comme la guidance parentale, la prise en charge... Est-ce qu'il y a une prise en charge médicale? Parce qu'on a vu chez Mme Kiefolo, c'est une prise en charge éducative, vous l'avez dit. Si. Est-ce qu'il existe une prise en charge médicale? Oui, tout à fait. Ce sont les neurologues, les pédopsychiatres qui interviennent à ce niveau. Différents professionnels interviennent. Un enfant autiste a droit à avoir différents professionnels par une seule personne parce qu'on intervient à différents niveaux du domaine de vie de l'enfant. Au niveau de la maison, la prise en charge domestique qui est assurée par les parents. Au niveau de l'école, la prise en charge éducative, pédagogique. Au niveau de la vie sociale, voilà, donc c'est plusieurs interventions qui se mettent en place. Qui se mettent en place. Alors, M. Kablan déjà faisait allusion à ce centre futuriste. Oui. Mais déjà, sur place, je veux dire, quelles sont les infrastructures qu'on a? Est-ce que le personnel dont vous parlez, les orthophonistes, est-ce qu'on en a suffisamment pour la prise en charge de ces enfants? Pas en nombre suffisant. Oui. En Côte d'Ivoire, pas en nombre suffisant. Il y a pas plus de 2-3 ans que le master professionnel a été lancé au niveau de l'université. On a des écoles maintenant qui font... Sinon, avant, c'était pas vraiment... C'est pas un métier qui est... Comment je peux dire? Reconnu. Pas qu'il n'est pas reconnu, mais on ne l'a pas encore inséré dans un domaine bien précis. Pas dans la médecine, pas dans le domaine paramédical. Donc, avant, on ne savait pas vraiment ce que c'était que l'intervention d'un orthophoniste. Donc maintenant, avec la sensibilisation à grande échelle que nous faisons dans la continuité de mission avec les autres structures qui le faisaient avant, maintenant les gens sont en train de s'intéresser, ils se forment. Nous, on assure aussi les formations des personnes pour qu'il y ait un nombre suffisant des orthophonistes à même de pouvoir prendre 2-3 enfants pour que tous puissent bénéficier d'une prise en charge. D'accord, que cela soit pris en compte donc, dans la curricula de formation,
D'accord, on espère que cela va donc aboutir. Oui. Alors, Madame Miala également a dit quelque chose dans la suite de ce que vous avez dit. Elle a dit que 80% de la prise en charge était parentale. Oui, c'est ce que Alors, j'ai dit. est-ce que ces parents sont formés? Vous l'avez dit, dans votre centre, vous envisagez former donc les parents? Si. Quand tu remarques que ton enfant n'a pas les mêmes aptitudes que tous les enfants, tu cherches à comprendre. Et donc, il y a des formations qui se font avec les parents. Et aujourd'hui, même au niveau de tout ce qui est autisme en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de fédérer nos forces. Nous sommes en train de nous mettre en confédération avec toutes les associations, les ONG, pour parler d'une seule voix. De telle sorte que, si on regarde, exemple, telle association qui porte un projet, les autres associations vont se mettre ensemble, lever les fonds pour que ça aboutisse. Parce que les bailleurs de fonds ne regardent que notre comportement. On a plusieurs structures qui travaillent sur l'autisme, mais ce n'est pas encore bien organisé. Et je pense que d'ici peu de temps, l'ORB travaille aussi dans les membres de ce partenariat-là. Les statuts vont sortir et on va parler d'une seule voix. De telle sorte qu'on pourra lever des fonds pour construire un centre de près de 4 milliards de francs CFA avec toutes les commodités, avec les prises en charge. Et au niveau des prises en charge, pourquoi on a parlé de prise en charge parentale? Parce qu'elle est chère. La prise en charge coûte très cher. Un orthophoniste comme ça qui vient 2 ou 3 fois à la maison, c'est près de 200 000 francs par mois. Et le salaire moyen d'un Ivoirien ne lui permet pas de prendre en charge son enfant avec les professionnels à la maison. Donc, on forme les parents et après tout ça, il faut créer les infrastructures adéquates. Et ce centre-là pourra... vous allez faire du social? Absolument. Ce que vous m'avez dit. Ce centre, ça sera du social. Moi, aujourd'hui, mon enfant, je peux dire merci au Seigneur, il bénéficie d'une prise en charge d'un institut médico-éducatif à Paris et il est pris en charge. Le cas vient le prendre le lundi, le cas le ramène le vendredi. Lui seul, il a 7 professeurs, un pédopsychiatre, et donc, au bout de 3 ans, l'enfant a commencé à parler. Et vous voulez dupliquer donc ce modèle-là en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Qui va profiter à l'Afrique. Absolument. Alors, je reviens, il y a une question qui allait m'échapper. Un enfant qui est atteint de trisomie 21, récemment c'était la journée mondiale de la trisomie, est-ce qu'il est autiste? Déjà, une personne autiste, en plus de la difficulté qu'elle a, de cet handicap qu'elle a, elle pourrait à elle seule renfermer d'autres pathologies. Donc un autiste peut être éventuellement trisomique, mais un trisomique n'est pas nécessairement un autiste. D'accord. Voilà, donc un autiste peut être handicapé moteur, peut être... à lui seul, il peut avoir un éventail de d'autres difficultés. Mais voilà, donc un trisomique n'est pas forcément un autiste, vice-versa. Alors, on termine donc sur cette question. Quels sont les défis? Donc, c'est vrai, votre centre va répondre à beaucoup de préoccupations, mais quels sont les défis, et pour l'État et pour vous, les organisations, que ce soit en Côte d'Ivoire et en Afrique? Aujourd'hui, nous tenons d'abord à dire merci au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, grâce à qui nous avons pu lever la ZAD sur notre terrain. Nous demandons à l'État de poursuivre à ce que nous puissions avoir toutes les autorisations pour la construction de ces centres-là. Et nous demandons aussi à nos partenaires de se mettre ensemble. Parce qu'au-delà de cela, il va falloir insérer les enfants autistes qui sont un peu plus âgés. Et nous avons un autre projet aussi pour l'insertion de ces enfants-là. Donc nous voulons vraiment dire merci aux autorités et nous voulons continuer dans cette vanne-là pour aboutir à la construction de ce centre. Parce que tant que ce centre n'est pas créé, il y aura des simulacres, des formations, des simulacres de tout, mais il n'y a pas de solution. Il faut une solution radicale à ce problème-là. Oui, mais en plus de ce centre, l'État également doit accroître dans nos structures publiques des infrastructures pour répondre aux besoins. L'État a mis en place des centres sociaux, mais il y a tellement de pathologies que dans ces centres sociaux, tu retrouves les enfants qui sont atteints de folie, qui sont atteints il y a des mongoliens, il y a d'autres types de pathologies. Mais ce qui concerne l'autisme, il faut des infrastructures adéquates, centrées sur l'autisme pour régler ce problème-là. Ça se fait ailleurs et ça peut se faire ici. D'accord. Laure? Ajouter à ce que M. Cablon vient de dire, alors les difficultés qu'on pourrait rencontrer, auxquelles on essaie de pallier tant bien que mal, difficultés au niveau du financement. Quand je dis financement, s'il y a des structures qui offrent des prises en charge à coût réduit ou voire gratuit, pour que ces parents-là puissent bénéficier d'une prise en charge, je veux dire, dès la détection de l'autisme jusqu'à l'âge adulte, ça sera fort bien apprécié de la part du gouvernement. À côté de ça, il y a
comme M. Cablon le disait tantôt, la méconnaissance de ce trouble-là. Donc, on a des journées de sensibilisation à grande échelle à faire. Il faut aller dans les zones reculées pour pouvoir toucher les personnes. Donc, les difficultés qu'on rencontre sont à différents niveaux, techniques, financiers, au niveau de la formation même professionnelle des personnes qui prennent en charge ces enfants. Je pense que vous devez accroître donc ces sensibilisations parce que Tout je à l'ai fait. dit à l'entame de cette émission, c'est une maladie qui est mal comprise donc par les Africains. Donc vivement que les sensibilisations se multiplient et que l'État puisse donc vous accompagner donc, dans vos initiatives avec déjà les centres sociaux pour qu'on puisse venir à bout donc de cette maladie qui est l'autisme. En tout cas, merci à vous, Monsieur Cablon, David Hugues Stéphane. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de la Fondation Cablon Joseph pour l'autisme en Afrique. Et également à vous, Laure Guédé, vous êtes linguiste, clinicienne, c'est cela. On voulait en Merci profiter pour donc, inviter, oui, on voulait en d'accord. profiter pour inviter toute la Côte d'Ivoire à la journée mondiale de l'autisme le 10 avril, Le 10 avril, à la mission 18 évangélique heures. La Source de Treichville, en face de la piscine d'État. C'est bien compris. Oui. Merci infiniment. En tout cas, merci à l'équipe de réalisation et bien sûr à vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Médian.